Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me présente, je suis Marcel Weber, professeur de philosophie des sciences au département de philosophie. Et c'est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence qui est intitulée « Qu'attendre aujourd'hui de la science dans une démocratie ?» Ici, à l'Université de Genève, cette question nous paraît très importante parce qu'il nous semble que nombre de citoyennes et citoyens aujourd'hui se demandent si nous vivons encore dans une démocratie ou plutôt dans une expertocratie. En particulier, pendant la pandémie Covid, ce sentiment a été très commun, ce qui a motivé notre ancien conseiller fédéral Alain Berset à exclamer que la Suisse, quand même, n'est pas gouvernée par les scientifiques. La semaine de la démocratie organisée par l'État de Genève présente une occasion idéale pour réfléchir sur le rôle des sciences et des experts scientifiques dans une démocratie. Et le département de philosophie est fier de pouvoir faire une contribution à cet événement. Dans cette perspective, j'ai l'honneur de vous présenter Stéphanie Ruffy, professeure de philosophie des sciences à l'École normale supérieure à l'Université PSL à Paris. La professeure Ruffy est aussi directrice de l'Office français de l'intégrité scientifique et présidente de l'Association européenne de philosophie des sciences. Elle a une double formation impressionnante en astrophysique et en philosophie, avec un premier doctorat en astrophysique de la Sorbonne et un deuxième doctorat en philosophie de la Columbia University à New York. Ses recherches portent sur l'épistémologie, en particulier la modélisation scientifique, le pluralisme et le réductionnisme scientifique, le rapport entre les sciences, les valeurs et la démocratie et l'éthique de la recherche. Ses publications dans ces domaines sont nombreuses, en français et en anglais, et je vais juste mentionner deux de ses livres, Scientific Pluralism Reconsidered, publié par Pittsburgh University Press, et Science, Philosophie, Société, coédité avec Alexandre Gay, publié par la presse universitaire de Franche-Comté. Par ailleurs, Stéphanie Ruffy connaît la région, je crois, parce qu'avant Paris, elle était professeure aux universités Grenoble-Alpes et Lyon 3. Avant de passer la parole à la professeure Ruffy, je vous annonce que la conférence sera suivie d'une discussion d'environ 30 minutes. Donc, je vous prie de garder vos questions jusqu'à la fin. Voilà ce que je voulais dire pour mon introduction. Merci, chère Stéphanie, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez la parole. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et pour ces quelques mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de partager ce soir avec vous quelques réflexions sur ce que l'on peut attendre aujourd'hui de la science dans une démocratie. Et je commencerai pour aborder cette vaste question par rappeler quelque chose que l'on sait tous, et donc une sorte de banalité, qui est la centralité de la science et de l'innovation dans nos sociétés aujourd'hui. Alors, rien de nouveau sous le soleil, puisque déjà en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte de la recherche américaine, il y avait déjà cette affirmation de la centralité de la science, avec un personnage qui était très important pour la politique scientifique américaine, qui était Vannevar Bush, qui a joué un rôle très important dans le projet Manhattan, l'élaboration de la bombe A, qui était le conseiller scientifique du président Roosevelt, et la guerre est terminée. On est en 1945, et le président Roosevelt demande à son conseiller qu'est-ce qu'on fait, en gros, je simplifie, mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Comment le gouvernement fédéral doit désormais financer l'argent public maintenant que l'effort de guerre, qui avait concentré énormément de ressources, l'effort de guerre est achevé. Alors,
On est encore très largement, et là aussi je ne vous apprends rien, on est encore très largement dans ce régime d'une centralité de la science et de l'innovation. Je peux simplement rappeler que la décision politique se nourrit ou est susceptible, on peut l'espérer, de se nourrir de plus en plus d'expertise scientifique. Un nombre de domaines de politique publique, comme la santé, l'environnement, il est attendu qu'elles se nourrissent d'expertise scientifique. Plus que jamais, la science et l'innovation sont mobilisées pour des raisons, des enjeux de compétitivité économique et de plus en plus pour des raisons de souveraineté, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle des nations. On peut penser à l'investissement de la recherche dans le nucléaire, dans le spatial ou encore dans l'ingénierie quantique. Et la combinaison de ces considérations, de ces facteurs, fait qu'on vit dans des sociétés où on a une pénétration à des degrés sans précédent de la science dans nos vies quotidiennes, dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Donc, autrement dit, ce qui se passe dans un laboratoire sort très vite des limites du laboratoire pour entrer, pour affecter notre vie quotidienne. Il suffit de penser, par exemple, à ce qui se passe dans les laboratoires en matière d'intelligence artificielle. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement sans précédent, enfin, ou en tout cas à un degré sans précédent. Si on pense, par exemple, à l'impact qu'a pu avoir Newton ou Darwin à leur époque, ce sont évidemment des grands scientifiques qui ont impacté leur discipline, la physique et la biologie, mais leurs travaux ont beaucoup moins impacté la vie de leurs contemporains, de leurs concitoyens. Ce qui est donc, on n'est plus du tout dans ce régime-là. Ceci éclaire, ces quelques considérations éclairent certaines caractéristiques de la confiance que la plupart des sociétés, en tout cas dans ce qu'on appelle les pays intensifs de recherche, que la plupart des sociétés dans ces pays intensifs de recherche accordent aux communautés scientifiques ou aux scientifiques. Alors j'ai repris un petit sondage qui est un petit peu daté, mais les conclusions restent d'actualité quand on regarde d'autres sondages plus contemporains. Alors il y a bien sûr quelques variabilités d'un pays à l'autre, mais pas tant que ça finalement. Et donc ce que l'on peut voir quand on pose aux gens la question à qui faites-vous typiquement confiance pour avoir des informations fiables à propos de problèmes de la société, eh bien vous voyez que les communautés scientifiques restent sur la plus haute marge du podium, suivi ensuite, et on peut l'expliquer relativement facilement, par les amis et la famille, par les organisations non gouvernementales. Puis après, ça commence à franchement décliner, journalistes, entreprises. Et alors, je ne sais pas si ce serait pareil ici en Suisse, mais dans un certain nombre de démocraties représentatives, vous voyez que nos élus, je vais revenir, nos élus ne tiennent pas tellement la corde en matière de confiance sur ces questions-là. Ce que je peux aussi souligner, c'est des différences importantes. Ce sont les parties en rouge, les colonnes horizontales en rouge. Vous voyez au milieu, la ligne blanche, c'est un indice de confiance de 4 sur une échelle de 1 à 5, donc relativement élevé. Et vous voyez une évolution statistiquement significative selon les objets d'étude, avec un degré de confiance bien plus élevé quand on travaille en cosmologie ou en biologie de l'évolution que quand on travaille sur les pesticides, par exemple. Alors ça, ce n'est pas très surprenant. On peut imaginer que c'est lié à la perception qu'on a de problèmes de conflit d'intérêts. Et c'est aussi lié à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que plus les sujets d'études sont susceptibles d'affecter notre vie quotidienne, moins cela va de soi de s'en remettre à des experts et de faire confiance. C'est sûr que si un cosmologiste fait une erreur, alors c'est embêtant parce que ça coûte cher la cosmologie, mais on va dire que ça ne va pas affecter très fortement notre vie quotidienne, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment dans d'autres types de sciences qui s'occupent d'organismes génétiquement modifiés ou de sécurité alimentaire. Une évolution aussi en lien avec les considérations d'introduction, c'est de dire ce qui est aussi, on reste certes sur la marche la plus haute du podium dans quasiment la plupart des pays où il y a de la recherche de façon intensive. Cependant, ce qui a changé au cours des dernières décennies, c'est un soutien qui est beaucoup plus conditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant assez longtemps, les études d'opinion montraient qu'il y avait une perception relativement positive de l'impact des sciences, c'est-à-dire que la position « la science fait autant de bien que de mal » était majoritaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non, pardon, excusez-moi, la position « la science fait plus de bien que de mal » était majoritaire.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est-à-dire qu'on peut avoir une attitude beaucoup plus équivoque, un soutien plus conditionnel à la science, avec cette idée que ce n'est pas gagné, que ce qui se passe, les développements scientifiques, aient un impact positif sur les sociétés, sur notre vie. D'où une demande accrue de responsabilité vis-à-vis des communautés scientifiques. On parle beaucoup, que ce soit par exemple au niveau européen ou au niveau national, de sciences responsables. Alors, une autre façon d'attirer l'attention sur des attentes qui ne sont pas forcément satisfaites, c'est de souligner qu'il y a un écart entre ce que délivrent les sciences et l'innovation, ce qui sort des laboratoires, et ce qu'on identifie comme les besoins ou les besoins des différentes composantes de la société. Donc là, j'ai juste repris un petit extrait d'une revue scientifique qui est tout à fait prestigieuse et qui fait référence, la revue Nature, qui donc c'est un éditorial de cette prestigieuse revue scientifique qui mettait en avant le fait que les besoins de beaucoup de personnes, et pas seulement aux États-Unis, ne sont pas suffisamment pris en compte par l'agenda et les intérêts qui animent une grande partie de la science moderne. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idéal d'une science au service du bien commun, sans surprise, reste un idéal et on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout, c'est-à-dire qu'on est loin de cette situation idéale où ce que délivreraient les sciences et l'innovation serait en adéquation ou suffisamment en adéquation avec les besoins et les intérêts des diverses composantes de la société. Et donc la question centrale que je me propose de discuter aujourd'hui est la suivante. Si on a le souci d'essayer de se rapprocher, évidemment on vit dans le monde réel, donc on n'y sera jamais, mais si on a vraiment le souci de se rapprocher le plus possible de cet idéal d'une science au service du bien commun, en ce sens précis écrit ici, eh bien la question centrale, qui me semble tout à fait centrale en tout cas, c'est de réfléchir aux interactions souhaitables dans une démocratie entre science et politique, et à la question, je vais y revenir, du pilotage politique de la recherche. Et donc je vais procéder en 3 temps. Très rapidement, je vais faire quelques remarques sur l'autonomie de la recherche. Je passerai ensuite un peu plus de temps sur une question tout à fait fondamentale, mais qui me semble nécessaire avant d'aborder des questions plus concrètes, on va dire, d'interface entre science et politique. C'est la question de savoir qu'est-ce qui fait la valeur de la science dans une société? Qu'est-ce qui fait la valeur de la science dans une société aujourd'hui? Et la réponse ne sera pas forcément la même que ce que l'on aurait pu répondre il y a 50 ans, un siècle ou même dans des périodes antérieures. Et je finirai par des considérations sur l'engagement politique des chercheuses et des chercheurs et comment ces différentes formes d'engagement peuvent contribuer ou pas à un rapprochement à cet idéal d'une science au service du bien commun. Donc, quelques remarques préliminaires sur l'autonomie de la recherche. Je vais quasiment rien dire sur quelque chose donc, quand on parle d'autonomie de la recherche, on renvoie à différents registres de considération qui sont en partie liés, mais quand même assez distincts. Une chose dont je ne vais pas parler, parce que c'est surtout ça dépend des contextes juridiques des pays, c'est quelque chose qui est, par exemple, plus développé aux États-Unis que dans certains pays européens, c'est l'autonomie de la recherche. En tant que chercheur, on aurait le droit à une autonomie, ça relèverait du droit, justement, d'un droit civique et politique. J'en dis pas plus. Une dimension absolument essentielle, et sur laquelle il ne faut jamais rien lâcher, là tout le monde est d'accord là-dessus, c'est de dire que la science doit être autonome au sens où il ne doit pas y avoir d'interférence de pouvoirs extérieurs, en particulier des pouvoirs politiques, sur la conduite même et les résultats d'une enquête scientifique. Donc là, c'est quelque chose qui est très consensuel. Alors, ce n'est pas gagné dans le monde réel, mais en tout cas, c'est d'un point de vue normatif, des idées, c'est tout à fait consensuel. Et en ce sens-là, donc, la science doit être indépendante des pouvoirs politiques. Et la figure repoussoire qu'on met toujours en avant pour cette forme d'autonomie, c'est la figure de Lysenko, que vous reconnaissez peut-être, donc biologiste sous Staline, qui a rejeté, je simplifie un peu mais c'est pas grave, qui a rejeté la théorie de l'évolution au profit d'une biologie qui était davantage en accord avec l'idéologie politique dominante dans son pays à cette époque. Une autre forme d'autonomie qui est aussi assez consensuelle, et à juste titre, c'est ce qu'on désigne par l'autorégulation ou l'auto-administration des communautés scientifiques.
le fait qu'on soit entre pairs dans des communautés scientifiques. Quand on embauche un professeur, quand on passe en revue un article scientifique pour dire s'il est solide ou pas, c'est entre pairs que l'on fait ça, et aucune autre composante de la société ou d'autres acteurs n'ont à intervenir sur ces mécanismes d'autorégulation de la science. Donc ça aussi, ce n'est pas toujours gagné, mais d'un point de vue normatif, on ne doit pas lâcher cette dimension-là. Et enfin, dernière dimension sur laquelle je vais revenir par la suite, c'est la question de la liberté de choisir ses sujets de recherche. Et là, le contraste, c'est est-ce qu'on est, nous, chercheuses et chercheurs du monde académique, est-ce qu'on doit être libre de choisir nos sujets de recherche, ou est-ce qu'il est légitime, et on va en reparler, qu'il y ait une forme de pilotage thématique des priorités de la recherche si on a en tête cet idéal d'une science au service du bien commun. On peut reformuler en posant la question, finalement, quel est le degré d'autonomie de la recherche qui est souhaitable dans nos sociétés démocratiques. Et une hypothèse, mon hypothèse de travail, c'est qu'avant d'essayer de répondre à cette question, il faut être au clair, ou en tout cas s'interroger sur qu'est-ce qui fait la valeur de la science aujourd'hui dans nos sociétés démocratiques. Et selon la façon dont vous répondez à cette seconde question, vous n'allez pas avoir les mêmes positions au regard de la forme d'autonomie souhaitable de la recherche. Donc quelques mots sur cette question d'arrière-fond. Donc qu'est-ce qui fait la valeur de la science aujourd'hui ? Il y a une tension traditionnellement, et depuis très longtemps, il y a une tension entre deux visions traditionnelles de ce qui fait la valeur de la science. Une vision qu'on peut caractériser de désintéressée, c'est-à-dire que les chercheurs et chercheuses doivent être libres. Plus exactement, je saute une étape. Une vision désintéressée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va valoriser la production de connaissances en elle-même, indépendamment des usages ou de l'utilité éventuelle qu'aurait cette production de connaissances. En ce sens, on va dire que c'est une vision désintéressée. Les considérations d'usage et d'utilité n'entrent pas en jeu pour valoriser le fait même de produire des connaissances. Vous reconnaissez peut-être Aristote et Platon, c'est quelque chose qui est présent très très tôt dans l'histoire de la pensée. Un peu plus tard, vous reconnaissez aussi peut-être Francis Bacon. On est avocat, homme politique, philosophe des sciences. On est au tournant du XVIe siècle et du XVIIe siècle, juste avant l'avènement de la science expérimentale et de la science moderne. Et là, avec Francis Bacon, on voit apparaître pour la première fois, enfin en tout cas de façon explicite et argumentée, une vision utilitariste de la science. C'est-à-dire, je simplifie, une position qui consiste à dire pourquoi, qu'est-ce qui donne de la valeur à la production de connaissances? Eh bien, c'est le fait que ces connaissances, elles vont être utiles. On va faire quelque chose avec, on va pouvoir intervenir sur le monde, et c'est donc quelque chose, vous voyez, qui est relativement récent dans l'histoire de la pensée, mais pas tant que ça à l'échelle de l'histoire de la science moderne. Cette tension entre ces deux visions, désintéressée et utilitariste, elle est toujours vivace aujourd'hui, et elle reste relativement structurante pour un certain nombre de débats dès qu'on se demande faut-il un pilotage politique de la recherche. Je n'ai pris qu'une citation parmi d'autres de prise de position, mais il y en a bien d'autres de prise de position de chercheurs dans l'espace public qui essayent de résister à ce pilotage de la recherche. Et donc là, c'est un grand chimiste anglais, Sir Cadogan, qui a signé un manifeste avec d'autres membres de la Royal Society. Ça remonte à quelques années, mais ça reste toujours d'actualité, ce type de position. Donc je lis, la nature de la politique et des politiciens fait qu'il est plus facile pour nos bailleurs de fonds de se sentir à l'aise en annonçant des programmes relatifs à l'énergie, à la santé, aux matériaux, au changement climatique, à l'économie de l'hydrogène. Donc on retrouve tous ces grands défis sociétaux auxquels la science est censée contribuer, plutôt que d'annoncer, ou encore moins de claironner, que des fonds sont disponibles pour que les scientifiques puissent suivre leur curiosité dans leur propre discipline. Donc là, on retrouve vraiment cette tension entre ces deux visions traditionnelles. À un certain moment, au XXe siècle, on pouvait avoir les deux. C'est-à-dire qu'il était une fois, comme je l'ai dit, que l'autonomie était l'autonomie au sens de liberté de choisir ses sujets de recherche, était défendue comme condition d'utilité. Et là, on retrouve Vannevar Bush, donc le personnage dont j'ai parlé au tout début, le conseiller de Roosevelt, qui écrit donc, à la demande de Roosevelt, en 1945, un très beau traité de politique scientifique que je vous conseille vivement, il est en libre accès sur Internet, Science, the Endless Frontier.
Et là, c'est un traité de politique scientifique, mais très, très élaboré d'un point de vue de la philosophie des sciences et de l'épistémologie. Donc Vannevar Bush, la première citation, c'est à nouveau l'affirmation, c'est la même, hein, de l'utilité de la science comme étant quelque chose d'absolument essentiel à la puissance d'une nation. Pas néanmoins, mais ce que mettait en avant Vannevar Bush, si on veut que la science soit utile et alimente cette puissance d'une nation, eh bien, il faut laisser les chercheurs libres de choisir leur sujet de recherche. Donc je lis la citation. « Le progrès scientifique résulte du jeu libre des esprits qui travaillent sur des sujets de leur propre choix, guidés par leur curiosité à explorer l'inconnu. » Et conséquence très concrète, hein, il s'agissait de faire la politique scientifique, conséquence très concrète, la liberté de recherche, liberté de choix des sujets de recherche, doit être préservée dans toute forme de soutien gouvernemental de la science. Cette prise de position qui a été très influente, pas seulement pour la science américaine, mais aussi pour la science de la plupart des pays intensifs de recherche, elle va de pair avec ce qu'on appelle un modèle linéaire ou un modèle en cascade du contrat social de la science. Que doit faire le politique, que doivent faire les bailleurs de fonds, ceux qui nous gouvernent? Eh bien, ils doivent injecter le plus possible d'argent dans les communautés scientifiques, hein, pour maintenir cette puissance de la nation dont parlait Vannevar Bush et bien d'autres. Donc, injecter des fonds. Les communautés scientifiques sont complètement autonomes, y compris dans le choix de leur sujet de recherche, autorégulation, etc. Et il en ressort tout un tas de choses utiles à la société en termes d'innovation, de connaissance et d'expertise. Donc là, ce modèle, il est encore en arrière-fond de nombre de débats de politique scientifique, et il est associé à une des deux conceptions qui sont historiquement en compétition sur la façon dont la science doit être gouvernée pour être utile à la société. Donc la première conception, donc, qui va de pair avec ce que défendait Vannevar Bush et ce modèle linéaire que je viens d'évoquer, c'est de dire, en fait, en tant que chercheuses et chercheurs, notre mission, c'est de remplir un réservoir de connaissances, de produire des connaissances en suivant notre curiosité, de remplir un réservoir de connaissances pour, on verra bien ce qui en sortira, de futures innovations. Donc là, la science, elle est non dirigée, elle est autonome. C'est une vision très linéaire du rapport d'ailleurs entre science et innovation, hein, pour celles et ceux qui s'intéressent à cette question de l'articulation entre science et innovation. L'exemple type de cette façon de concevoir les choses, c'est le laser. Hein. Qui aurait pu prédire que quand on a développé la mécanique quantique au début du XXe siècle, que 40 ou 50 ans ou 60 ans après, il en sortirait quelque chose d'aussi utile de multiples façons que le laser. Donc il y a vraiment cette idée, là on a rempli le réservoir de connaissances de façon très désintéressée, mécanique quantique, hein, c'est tout le développement de la mécanique quantique, et puis après, 50 ans après, ça a pris un peu de temps, mais on a eu le laser, et Dieu sait encore une fois, si le laser est utile, on a trouvé de multiples utilités. Si vous adhérez à ce modèle-là, eh bien, vous voyez qu'il y a un besoin extrêmement limité d'interaction entre science et politique, si ce n'est d'injecter de l'argent, de financer la recherche. De plus en plus, et nombre de chercheurs vous le confirmeront, on s'est éloigné de ce modèle-là pour aller vers une autre conception qui est de dire la science doit être orientée dès le départ pour répondre à des besoins spécifiques de la société, ce qui veut dire, hein, très concrètement, limiter son autonomie en matière de choix des sujets de recherche, et seulement en matière, là, pas du tout les autres dimensions, hein, j'insiste là-dessus, en matière de choix des grandes priorités. Et donc, si vous allez vers cette option, si j'ose dire, ce modèle, eh bien, se pose la question de l'interaction entre sciences et politique, au sens où va se poser la question eh bien, d'un pilotage politique des priorités de la recherche. Et puis, évidemment, la question, c'est OK, très bien, mais comment et par qui? Et selon quelles valeurs et quelles considérations? Alors, à l'appui de ce basculement vers... Alors déjà, on peut faire remarquer historiquement qu'on s'éloignait du premier modèle, ce modèle linéaire, aussi parce qu'à un moment, tout ça est très bien documenté par les historiens, notamment l'histoire des institutions scientifiques américaines. Qu'est-ce qui s'est passé pour simplifier cette histoire? C'est qu'à un moment, dans les années 1970, donc
les préconisations de Vannevar Bush étaient très structurantes pour la politique scientifique américaine et dans d'autres pays aussi. À partir des années 1970, les membres du Congrès, certains membres du Congrès américain ont commencé à se dire tout ça, ce modèle-là, c'est formidable, mais est-ce que, pour le dire les choses un petit peu trivialement, est-ce qu'on en a pour notre argent? C'est-à-dire, est-ce qu'on ressort suffisamment, donc on injecte beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on ressort suffisamment d'innovation, de connaissances et d'expertise utiles à la société, en particulier utiles à l'économie? Et donc, les critiques qui étaient faites étaient en quelque sorte de dire que cette science, dans ce modèle linéaire, est une science trop égoïste. Ça veut dire quoi, une science trop égoïste? Ça veut dire une science qui répond de façon extrêmement intéressante à des problèmes qu'elle a elle-même définis et qu'elle trouve elle-même intéressantes. Donc ça fait des prix Nobel, la science américaine a fait des prix Nobel, des articles dans les meilleures revues, etc. Mais les bailleurs de fonds ont commencé à estimer qu'ils n'en avaient pas assez, encore une fois, pour leur argent en matière de réponse à des besoins de différentes composantes de la société, et en particulier de besoins économiques. Ce qu'on peut faire remarquer, donc si on s'interroge sur faut-il résister à ce passage d'un modèle linéaire à quelque chose qui est davantage orienté thématiquement, faut-il y résister? On peut faire valoir que cette perte d'autonomie, on peut la voir comme le revers de la médaille du succès même de la science dans nos sociétés, dites sociétés de la connaissance. La recherche et l'innovation sont placées, c'était mes propos introductifs, sont placés au cœur de nombre de projets de ces développements. Ces développements scientifiques impactent fortement la vie de chacun et chacune d'entre nous. Donc on sent un petit peu que ça va être plus difficile de dire « donnez-nous de l'argent et laissez-nous vaquer à nos occupations, vous verrez bien ce qui en ressort et si ça correspond à vos besoins ». Ça commence à être un petit peu plus difficile. Et donc c'est pour ça qu'au fil des années, il y a eu davantage de comptes à rendre à d'autres composantes de la société que nos pairs dans les communautés scientifiques. Autrement dit, ce que l'on peut, pour reformuler un petit peu la même chose en d'autres termes, on peut dire qu'on est aujourd'hui dans des sociétés où les attentes à l'égard de la recherche sont beaucoup plus ciblées et sont aussi beaucoup plus pressantes. Et on peut décrire ça comme un passage d'un régime d'offre à un régime de demande. Régime d'offre, c'est l'exemple à gauche pour vous, l'exemple donc du laser. Le régime d'offre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remplissait, je l'ai dit tout à l'heure, on remplissait un réservoir de connaissances, et puis après, voilà, on offre du laser et on trouve des usages au laser. Aujourd'hui, on a de très bien identifier un certain nombre de besoins pressants, que ce soit le stockage de l'énergie, comprendre davantage les processus de radicalisation ou encore évidemment un vaccin quand il y a une pandémie. Et donc là, on a des besoins qui sont ciblés, qui sont présents, et donc des demandes, un régime de demande de contribution de la science qui peut être tout à fait ciblé. Pour dire les choses sous un autre angle, toujours la même idée mais sous un autre angle, on peut considérer qu'on est très majoritairement aujourd'hui, dans la plupart des disciplines, dans un régime de ce que Daniel Stokes, dans un ouvrage tout à fait intéressant qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle le cadran de Pasteur. Alors, avant de parler du cadran de Pasteur, ce cadran qu'a proposé cet auteur, Daniel Stokes, considérait à distinguer différents types de recherche selon des considérations d'usage, c'est horizontalement, ou selon des considérations d'objectifs de compréhension des mécanismes de la nature. Du côté où vous n'avez pas tellement d'attentes en matière d'utilité, mais vous avez des attentes en matière de compréhension des phénomènes de la nature, eh bien vous retrouvez la recherche fondamentale. Vous retrouvez la recherche fondamentale avec la figure, par exemple, de Niels Bohr, un des grands contributeurs de l'émergence de la mécanique quantique. Donc là, on est du côté de la recherche fondamentale. Si vous êtes avant tout animé par des considérations d'utilité, vous allez être du côté de la recherche appliquée. Donc là, la figure qu'a choisie Daniel Stokes, c'est Edison, un grand ingénieur scientifique, ingénieur, fondateur, je crois, de General Electric, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas un pionnier de l'électricité, qui donc
et du côté de la recherche appliquée. Et puis vous avez ce qui est identifié par cet auteur comme étant le cadran de Pasteur, et donc une recherche fondamentale inspirée par l'usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de choisir entre produire des connaissances, connaître le monde sans se soucier de son usage, sans se soucier de l'usage éventuel des connaissances, mais de tenir les deux en même temps dès le départ. Et pourquoi Pasteur? Parce que Pasteur a fait à la fois des contributions tout à fait fondamentales en matière de microbiologie et aussi de chimie, mais les contributions, les travaux qu'il a faits en matière de microbiologie étaient toujours avec un horizon d'utilité. Et on connaît ses travaux sur la fermentation ou sur la vaccination, donc ce n'étaient pas du tout des travaux je remplis un réservoir de connaissances et après je me dis « Ah bah tiens, je vais pouvoir faire un vaccin ou améliorer les processus de fermentation des bières. » Ce n'était pas du tout la façon dont Pasteur concevait la recherche. Et d'ailleurs, c'était un chercheur extrêmement soucieux de l'usage qui était fait par les pouvoirs publics notamment de ces avancées fondamentales. Il écrivait aux gouvernants de l'époque pour leur dire « Non, non, c'est telle politique publique qu'il faut faire à la lumière de mes découvertes, etc. » Si l'on est très largement dans ce cadran-là, donc ça ouvre, si on est dans ce cadran-là, ça ouvre cette question politique que j'ai déjà évoquée, qui est de dire, OK, mais alors qui et comment va-t-on décider des grandes priorités de la recherche, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut financer prioritairement? Et donc la question qu'on peut se poser, aujourd'hui dans nos sociétés, dans la plupart des pays intensifs de recherche, finalement, qui décide des grandes priorités de la recherche? Comment ça se passe? Alors, bon, je ne suis pas du tout sociologue, ou en tout cas, ce n'est pas très facile de décrypter tout ça, mais ce que l'on peut au moins, de façon assez prudente, identifier trois types d'acteurs qui contribuent de façon très souvent dans des rapports de force, rarement plus ou moins explicites et transparents. D'abord, les chercheurs et les chercheuses, on n'est absolument pas hors des circuits de décision des financements de la recherche et des grandes priorités de la recherche, ne serait-ce que dans les cas où les pouvoirs politiques vont déléguer à certains membres des communautés scientifiques les choix, enfin en tout cas les conseils, via le conseil des priorités de la recherche. Donc c'est ce qu'un philosophe des sciences comme Philip Kitcher a pu appeler l'option de l'élitisme savant. D'ailleurs, en référence, on retrouve un ouvrage de Francis Bacon que j'ai évoqué un petit peu plus tôt. Donc là, de quoi s'agit-il? Il s'agit de considérer qu'un sous-ensemble de la société, à savoir les experts scientifiques, une partie des chercheuses et des chercheurs, sont habilités à définir objectivement ce qui est dans l'intérêt des uns et des autres. Alors évidemment, on sent bien que ce qui pouvait être tenable à l'époque de Francis Bacon, dans un régime monarchique, va être un petit peu plus difficile à tenir dans un régime démocratique, ne serait-ce que parce qu'il n'y a aucune raison de penser qu'un grand physicien ou un grand biologiste ou un grand philosophe, ou ce que vous voulez comme expert, que cette expertise-là qu'il a dans son champ scientifique lui donne des compétences pour décider ou pour en tout cas identifier ce qui doit être les grands besoins prioritaires de la société en matière de recherche. Le marché, bien sûr, qui joue un rôle tout à fait structurant dans les grandes orientations de la recherche. Et donc là, dans quelle mesure les mécanismes du marché permettent de générer une recherche qui est en adéquation avec les besoins et les intérêts de la société? Eh bien, la façon dont vous allez répondre à cette question va dépendre de votre positionnement politique. Plus vous êtes favorable à une économie de marché au sens d'une économie qui est capable de répondre aux besoins de la société, plus vous allez être satisfait de ce rôle de l'économie de marché. Inversement, selon votre positionnement politique, vous allez penser que ce n'est pas forcément satisfaisant. On peut en tout cas, indépendamment du positionnement politique des uns et des autres, on peut en tout cas, on s'accorde en général à dire que quelle que soit l'efficacité qu'on accorde aux mécanismes de marché pour répondre aux besoins de la société, au moins il y a un certain nombre de besoins qui relèvent de l'intérêt général, de l'intérêt public, qui par définition en quelque sorte ne sont pas couverts par ces mécanismes-là. Alors vous me direz, ces besoins-là, nos représentants élus sont censés
sont censés faire quelque chose. C'est même l'essence même de la représentativité politique, hein, de représenter les intérêts de celles et ceux qui vous ont élus. Alors je ne sais pas comment ici en Suisse est perçue cette capacité de la classe politique. Dans des pays comme la France, on est loin de pouvoir compter, ou aux États-Unis ou dans bien d'autres pays, on est loin de pouvoir compter sur ce type d'acteurs pour réduire l'écart entre ce que propose la science et les besoins de la société. Néanmoins, ce sont évidemment, hein, des acteurs absolument incontournables. Alors, cette situation-là, elle n'est pas très lisible, hein, ça dépend des pays, mais en général, elle n'est pas très lisible. Et surtout, il est très difficile de défendre que la situation de la façon dont sont fixées les grandes priorités de la recherche sont satisfaisantes et qu'elles couvrent l'ensemble des besoins de la société. Je renvoie, hein, à l'éditorial de Nature il y a quelques minutes qui mettait en avant cette source d'insatisfaction à l'égard de la science aujourd'hui. Alors, comment faire mieux ? Comment faire mieux ? Alors, on peut toujours dire, OK, on va faire en sorte que la démocratie représentative fonctionne beaucoup mieux. Bon, ce serait une bonne solution, mais de façon un petit peu plus modeste, où on peut dire on va complètement sortir d'une économie de marché. C'est des options, évidemment, qui sont sur la table, mais de façon plus modeste et, à mon sens, plus réaliste, on peut essayer plutôt quelques pistes pour essayer de faire mieux. Donc, je rappelle que l'objectif, c'est de réduire l'écart entre ce que délivre la science et l'innovation et les besoins et les intérêts de la société. C'est ça qu'on veut obtenir. Un premier souci, c'est d'éviter ce que j'ai pu appeler dans ce contexte un manque d'impartialité globale. Qu'est-ce que je veux dire par impartialité globale ? Illustration d'un manque d'impartialité globale, c'est quand, par exemple, c'est l'exemple qui a été très bien documenté par des historiens, c'est l'industrie du tabac qui, à un moment, a fabriqué de l'ignorance, a produit de l'ignorance. Comment ? Eh bien, en finançant massivement certaines causes possibles du cancer du poumon et en laissant hors du projecteur de la recherche, enfin, du financement, le fait de fumer. Donc, il y a eu un financement massif, par exemple, des éventuelles causes génétiques du cancer du poumon. Donc, cette recherche était tout à fait de qualité. Mais l'investissement massif dans cette question-là, du coup, faisait en sorte que vous aviez d'autres questions de recherche qui étaient négligées, là, pour le coup, volontairement. Donc, c'est ce qu'on appelle une forme de production, de fabrique délibérée de l'ignorance. Tout ça, c'est très intéressant historiquement, mais il y a un autre problème qui est que vous pouvez avoir ces mêmes phénomènes de production de sujets négligés en sciences sans qu'il y ait derrière des acteurs qui ont une volonté délibérée de produire de l'ignorance et de laisser dans l'ombre certains sujets de recherche. Les rapports de force, les inégalités économiques et sociales qui traversent nos sociétés peuvent se traduire par le fait qu'on va davantage étudier certains phénomènes que d'autres. Par exemple, l'histoire des sciences biomédicales est remplie de sujets qui ont été négligés pour des raisons tout à fait identifiables. Des maladies qui affectaient, par exemple, certaines composantes de la société. Par exemple, si on prend les maladies qui sont liées au plomb dans les habitations, les gens qui habitaient dans ces appartements, enfin dans ces habitations, étaient peu en contact, avaient peu de relais politiques, encore moins de relais dans les communautés scientifiques pour dire, eh bien, on va faire de la recherche sur ce sujet-là. Et donc un enjeu absolument essentiel, c'est éviter que des sujets de recherche soient négligés, non pas parce qu'il y a des méchants acteurs derrière qui vont faire que c'est négligé, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets, enfin, il y a trop de sujets qui n'intéressent pas les communautés scientifiques parce que ça ne va pas faire un prix Nobel ou un papier dans Nature ou Science, ou parce que ça n'intéresse pas non plus les financeurs, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, il me semble qu'il y a absolument, et j'essaye de plaider pour, à l'échelle, en France, ça pourrait être ce qu'on appelle l'OPEX, qui est une partie de l'Assemblée nationale. Enfin bon, en tout cas, la mise en place d'un observatoire des sujets négligés pour pallier les trous dans la raquette de la recherche, en particulier de la recherche publique. Et là, ce seraient les communautés scientifiques et la représentation politique qui travailleraient de concert pour identifier des sujets qui, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, sont trop sous le radar de la recherche publique. Une autre piste pour essayer d'améliorer la situation, c'est d'impliquer davantage les citoyens et les citoyennes dans les processus de choix des priorités de recherche. Alors ça, c'est une
une question qui n'est pas facile, hein, puisque ces projets de démocratisation, il y a de plus en plus de philosophes des sciences et de philosophes politiques qui travaillent sur ces questions-là. C'est un projet, c'est complexe. Alors là, cette diapo, elle est peut-être pas suffisamment adaptée au contexte suisse, où vous êtes beaucoup plus doué qu'un pays comme la France pour avoir des formes de démocratie participative plus directes. Donc là, voilà, donc cette diapo est un petit peu peut-être moins pertinente pour vous. En tout cas, il y a beaucoup de travaux. On ne sait pas trop faire dans un pays comme la France. Pourquoi on ne sait pas trop faire? Parce qu'en général, quand on dit qu'on va consulter les citoyens, on n'est pas clair du tout. Et là, je crois savoir que c'est vraiment différent ici. On n'est pas clair du tout sur l'articulation entre ce qui va se passer dans cette mobilisation des citoyens et puis la décision politique. Et donc, on pourrait considérer, en tout cas à l'échelle d'un pays comme la France, qu'il est plus prudent de dire il n'y a pas d'horizon de décision. La relation entre la participation et les décisions doit être toujours clairement définie, et on ne doit pas la survendre, comme on l'a jusqu'à présent toujours fait en France. Et on peut espérer, dans ce genre de dispositif, avoir des éclairages intéressants sur des sujets précis. Par exemple, quid du développement de la géo-ingénierie pour contribuer à des solutions d'adaptation ou de frein au réchauffement climatique. J'en viens maintenant, donc là j'ai fini ma première partie avec ces quelques pistes pour essayer d'améliorer la situation. J'en viens maintenant, et ce sera plus court, à ma deuxième partie, qui est, dans cette affaire-là, quel rôle plus direct peuvent jouer les chercheurs et les chercheuses. Et cette question-là, c'est la question de l'engagement politique des chercheuses et des chercheurs. Alors l'engagement politique des chercheurs, ça a toujours existé, hein, ça a toujours existé. Vous voyez par exemple, là j'ai mis un mouvement qui a été extrêmement vif dans les années 1970, notamment en résistance au programme nucléaire, mais pas seulement, qui était Science for the People. Aujourd'hui, ce qui caractérise les formes d'engagement aujourd'hui et ce qui les différencie de formes d'engagement politique précédents, c'est que très souvent maintenant, les chercheurs et les chercheuses s'engagent politiquement sur un sujet en rapport avec leur domaine d'expertise. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Quand par exemple Marie Curie s'engage en faveur de la paix, son engagement politique en faveur de la paix n'est pas directement lié à ses compétences de physicienne. Aujourd'hui, là vous voyez, c'est assez rare hein, enfin je ne sais pas ici en Suisse, mais en France c'est assez rare qu'une chercheuse fasse la une d'un grand quotidien comme Libération. Là, vous avez donc la climatologue qui a été longtemps vice-présidente du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, qui monte au créneau, hein, qui laisse derrière elle une position de détachement ou de neutralité, je vais y revenir, et qui va faire des critiques ou des recommandations d'essence strictement politique sur ce qu'il faut faire en matière de climat. Ce que je vous propose très rapidement, c'est de distinguer certaines formes d'engagement et de regarder si, quand vous avez dans une société de plus en plus de chercheurs et de chercheuses engagés politiquement, est-ce que ça entre en tension avec des attentes qu'on a à l'égard de la science dans une démocratie, et là sans aucune originalité. Les deux attentes dont je vais discuter, c'est des attentes en matière d'impartialité et des attentes d'impartialité ou d'objectivité, je ne vais pas faire de distinction, et des attentes en matière de neutralité. Pourquoi ? Parce que on associe souvent ces qualités d'impartialité et de neutralité à quelque chose qui serait une condition de la confiance qu'on accorde aux communautés scientifiques. Juste une petite distinction entre impartialité et neutralité. Ce sont en tout cas dans la façon dont, dans ce contexte de discussion, ce sont des choses différentes. Quand on parle d'impartialité ou d'objectivité à l'égard de la science, on fait référence aux raisons pour lesquelles on va accepter un résultat ou défendre un résultat ou une hypothèse en science. Et là, on va revendiquer une impartialité ou une objectivité quand on va dire, en tant que chercheur ou de chercheuse, je ne me laisse pas influencer par mes préférences politiques, mes préférences, mes valeurs culturelles ou tout ce que vous voulez au moment où je vais énoncer un résultat ou choisir une hypothèse. Okay. Alors,
Vous allez me dire, on n'est pas dans un monde parfait, donc c'est pas qu'il n'y a pas d'influence de ce type, mais en tout cas, on peut dire qu'on ne se débrouille pas trop mal dans les communautés scientifiques pour atténuer ces effets-là. Hein, ne serait-ce que par la critique par les pairs, par l'évaluation par les pairs, on essaye de minimiser au final ces influences. Et on peut quand même défendre que même si on vit dans... Le monde n'est pas parfait, il y a plein de mécanismes qui permettent d'argumenter en faveur d'un avantage comparatif de la science sur d'autres types de discours sur le monde en matière d'impartialité et d'objectivité. Et déjà, s'il y a cet avantage comparatif, c'est-à-dire que la science fait mieux que d'autres discours, c'est déjà assez pour vouloir qu'elle soit influente dans nos sociétés. La neutralité, c'est différent. La neutralité, ça concerne les implications, les conséquences d'un choix. Et la meilleure, c'est-à-dire que c'est le fait qu'un certain résultat va impacter certaines composantes de la société, va impacter la société. Et donc pour saisir ce contraste, on peut dire que la décision d'un juge, on attend qu'elle soit impartiale, mais la décision d'un juge, elle n'est certainement pas neutre, elle va affecter évidemment les gens concernés. Avec cette petite distinction en tête, on peut juste faire remarquer que autant on est tous d'accord, enfin je pense qu'on est tous d'accord pour avoir cette attente en matière d'impartialité et d'objectivité, autant c'est moins consensuel d'attendre, c'est moins consensuel, la question de la neutralité est moins consensuelle. Un certain nombre de chercheurs, de chercheuses, et pas seulement, vont défendre la neutralité de la science en disant on produit des connaissances, c'est en lien avec le modèle linéaire, on n'est pas responsable des usages et des impacts. Et donc j'aime bien, j'ai repris à ce philosophe des sciences, Philippe Kitcher, cet extrait de Toblerone. C'est un mathématicien et un chansonnier. Donc c'est extrait d'une chanson. Je ne vais pas chanter, je chanterai mal, mais en tout cas, ce que dit cette chanson, c'est bon. When the rockets go up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Donc l'ingénieur qui a développé les V2 pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui donc ensuite a continué une carrière académique aux États-Unis. Et donc cette idée de la neutralité, c'est encore une fois, c'est de dissocier la production de connaissances de l'usage qui en sera fait. Et il y a plein de raisons aujourd'hui, on pourrait y revenir éventuellement pendant la discussion, pour que cette thèse de la neutralité de la science ne soit plus tenable aujourd'hui. C'est certainement un présupposé de tout engagement politique des chercheurs et des chercheuses. Alors, différentes formes, très rapidement, différentes formes d'engagement. Je ne dirai pas grand-chose de la diffusion des connaissances. Je parlerai davantage de l'orientation de la recherche et du choix des sujets de recherche, que je considère comme finalement une forme d'engagement politique des chercheurs qui est le plus impactant, l'intervention de la vie publique en tant qu'expert, et puis des formes vraiment de recherche activiste, de militantisme, sachant qu'il y a un continuum entre ces différentes formes d'engagement. Alors, un mot rapide, il me reste quelques minutes, je crois, je vais assez vite, ça va ? Ok. Un mot, oui, j'ai ma montre. Voilà. Un mot rapide sur la première forme d'engagement, qui n'est sans doute pas vraiment perçue comme telle, bien moins que la recherche activiste ou le militantisme quand on va dans la rue avec une banderole, mais qui est, encore une fois, il me semble, extrêmement impactant. Donc commençons par cette forme d'engagement-là. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que ce n'est pas parce qu'on choisit de faire de la recherche sur telle question de biodiversité, parce qu'on a à cœur, en général, c'est qu'on a à cœur la défense de la biodiversité, ce n'est pas parce qu'on choisit, donc, en tant que chercheur, de faire de la recherche sur ce domaine qu'on va être moins impartial et moins objectif dans la façon de conduire la recherche. Donc, pas de problème avec l'objectivité. Par contre, non-neutralité forte. Pourquoi ? Parce que le fait de faire beaucoup de recherches sur certains sujets va impacter le reste de la société. On retrouve le problème de l'élitisme savant que j'ai évoqué précédemment. C'est-à-dire que si on prend acte de cette forme d'engagement des chercheurs par le choix de leur sujet de recherche, eh bien, si on est soucieux dans une démocratie de représentativité des intérêts, il faut se poser la question, est-ce que les préférences politiques des chercheurs et des chercheuses reflètent celles des autres composantes de la société ? Par exemple, il y a eu récemment en France, dans le journal Le Monde, une tribune qui a fait couler pas mal, qui a suscité pas mal de réactions, où un certain nombre de scientifiques
ont pris la plume pour dire qu'il faut faire aujourd'hui, en matière d'orientation de la recherche, ce que les Américains ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale avec le projet Manhattan et l'élaboration de la bombe A, c'est-à-dire d'abandonner certains sujets de recherche et de mettre toutes ces billes, ou l'essentiel de ces billes, sur les questions, en l'occurrence, de transition écologique. Est-ce que si on consultait démocratiquement l'ensemble de la population, on aurait la même priorité de recherche? Je ne sais pas. Ça dépend évidemment des pays, des moments, de l'histoire des pays, mais il est tout à fait envisageable qu'on n'aurait pas les mêmes priorités de recherche. Malheureusement ou pas, ça, chacun en juge. Deuxième forme d'engagement, quand on met sa casquette d'expert et qu'on va intervenir dans un processus de la vie publique ou de décision politique. Et donc là, le seul message que je voudrais faire passer, c'est de dire qu'il n'y a pas une seule façon d'être expert quand on est scientifique. Il y a plusieurs figures possibles de l'expertise et on a le choix, en tant que chercheuse ou chercheuse, entre différentes figures de l'expert possible. Et je projette juste une typologie que j'aime bien, qui a été proposée par un auteur qui s'appelle Roger Pielke dans un livre de 2007, The Honest Broker. Donc je ne vais pas rentrer dans la description de ces trop détaillée de cette typologie. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a plusieurs façons, encore une fois, il y a plusieurs façons d'être expert. Donc il y a plusieurs façons de s'engager en tant qu'expert, selon la conception que vous avez de la démocratie et du rôle de la science dans la société. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails, on n'en a pas besoin pour la suite. Ce que je vais simplement faire remarquer, c'est qu'en tant que chercheur et chercheuse, vous pouvez dire, moi, quand on me sollicite pour faire de l'expertise, je veux rester dans la figure du scientifique pur. Ça veut dire quoi que je veux rester dans la figure du scientifique pur? Ça veut dire que moi, mon job, c'est de livrer des connaissances sans considération d'utilité, où je ne veux pas avoir de connexion avec les décideurs. C'est après aux décideurs politiques de venir piocher dans ce réservoir de connaissances. On est toujours dans ce modèle-là. Vous pouvez au contraire, et c'est le cas de nombre de chercheurs et de chercheuses aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne les questions d'environnement, de santé et bien d'autres questions. En fait, on s'engage en tant que ce qui est appelé ici issue advocate, avocat d'une cause, c'est-à-dire que l'on mobilise son savoir. Par exemple, on mobilise son savoir pour soutenir une cause, un agenda politique qui nous paraît important. Par exemple, on va s'engager à faire de la recherche c'est en lien avec le choix des sujets de recherche, on va s'engager à faire de la recherche sur tel ou tel comportement des animaux. Pourquoi? Parce qu'on a comme agenda politique la défense ou l'extension des droits des animaux. Donc il y a un couplage entre l'expertise et l'agenda politique. Et j'approche de la fin. Donc conclusion intermédiaire en ce qui concerne cette question de l'expertise, sur l'engagement des chercheurs et des chercheuses en tant qu'experts. Une première chose qui me paraît absolument essentielle, c'est de ne pas faire semblant, je veux dire, c'est de ne pas faire comme s'il n'y avait qu'une seule figure de l'expert. Et que être scientifique pur, enfin en tout cas concevoir son rôle en tant qu'expert dans un de ces carrés-là, c'est différent que de le concevoir dans un autre carré, notamment si vous choisissez d'être l'avocat d'une cause. Donc vous allez par exemple vous engager. Est-ce qu'il faut, en France, on se dispute beaucoup sur la création d'une autoroute, sans grande originalité. Donc vous avez des chercheurs qui vont prendre la parole, mais sans forcément dire qu'ils ne sont pas du côté pure scientist, ils sont côté issue advocate, mais ils vont présenter les choses comme si c'était pure scientist. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous avez une décision politique à prendre, les décideurs politiques aient à leur disposition des expertises sur toutes les dimensions du problème. Je ne donnerai qu'un exemple pour quasiment conclure. Par exemple, vous devez, en tant que maire d'une ville, décider de laisser ou pas les éclairages publics allumés toute la nuit. Eh bien, pour prendre cette décision, vous sentez qu'il faut à la fois de l'expertise sur la question
bon, j'invente un peu sur la question de l'impact du fait de laisser des lumières allumées sur tel ou tel insecte ou animal. Mais il faut aussi de l'expertise sur l'impact que ça aurait sur le comportement des êtres humains en termes, par exemple, d'incivilité ou de criminalité. Et donc, si vous avez des communautés scientifiques qui produisent insuffisamment d'expertise sur une dimension du problème et principalement l'expertise sur une autre, c'est une situation qui, du point de vue d'une démocratie, n'est pas satisfaisante non plus. C'est pour ça qu'on en revient à ces enjeux d'impartialité globale. La recherche activiste, là, c'est quand très clairement vous assumez de faire une recherche au service d'un agenda politique, et non seulement vous faites une recherche au service d'un agenda politique, mais vous défendez en tant que scientifique un certain agenda politique. Et la question qu'on peut se poser, donc je ne veux pas être trop longue sur ces dernières diapos, la question essentielle, c'est quand vous êtes comme ça, dans une forme explicitement militante de recherche, et il y a de plus en plus de chercheurs qui... Alors je ne sais pas ici en Suisse, mais dans pas mal de pays, il y a des réseaux qui se constituent de chercheurs qui vont en blouse blanche en quelque sorte, c'est-à-dire invoquer leur crédibilité de scientifique à l'appui d'un agenda politique parfaitement explicite et assumé. C'est est-ce qu'on risque d'entamer la crédibilité de la science et la confiance qu'on lui accorde. C'est-à-dire quel impact a cette forme d'engagement explicitement militant et politique d'un certain nombre de chercheurs et de chercheuses aujourd'hui. C'est une question empirique, hein, c'est-à-dire, là, moi, je n'ai pas de réponse à apporter. Quel est l'impact sur la crédibilité de la science? C'est une question ouverte. Je pense qu'on a tendance à dire oui, ça impacte, mais en vrai dire, je ne sais pas exactement. Il y a pas mal d'études qui sont en cours. En tout cas, on peut envisager deux positions. On peut se dire, OK, du fait de ce risque de perte de crédibilité de mon engagement politique, eh bien, on aurait, nous, chercheurs et chercheuses, une obligation professionnelle d'éviter d'être engagés politiquement, de faire de la recherche militante. C'est une première position, on pourra en reparler. Une deuxième position est de dire non, on ne peut pas demander à des chercheuses et des chercheurs de ne pas être engagés politiquement. Et donc, il faut se débrouiller pour que cette forme de recherche, elle ne perde pas sa crédibilité, elle ne perde pas son impartialité, son objectivité. Donc là, il y a beaucoup de travaux en cours sur ces questions-là pour essayer de peser le pour et le contre et de voir quels arguments on pourrait développer à l'appui de l'une ou l'autre de ces options. Et j'arrive à mes remarques conclusives qui reprennent directement ce que je viens de dire. Donc, qu'attendre aujourd'hui de la science dans une démocratie? Premièrement, je viens de le dire, davantage de transparence sur le mode d'engagement des chercheuses et des chercheurs en tant qu'experts scientifiques et s'assurer qu'il n'y a pas de sujet négligé, enfin, en tout cas essayer de diminuer la question, enfin de mieux traiter la question des sujets négligés, d'avoir une pluralité d'expertise quand il s'agit de prendre une décision politique. Éviter, mais c'est lié à ce que je viens de dire, donc éviter, je viens de le dire, donc excusez-moi, je répète, éviter qu'il y ait des domaines de recherche négligés. Et là, pour le coup, la recherche publique a une responsabilité tout à fait essentielle, puisqu'encore une fois, l'objectif, c'est d'essayer de réduire l'écart, dans une démocratie, c'est d'essayer de réduire l'écart entre ce que la science délivre et les besoins des différentes composantes de la société, dans toute leur diversité, puisqu'on est dans une démocratie. Et ça, c'est une question, à mon sens, c'est vraiment une responsabilité conjointe à la fois des politiques et des communautés scientifiques, et je vous remercie. J'ai été un peu longue, je crois. Mais... Merci beaucoup, Stéphanie. Je reste là pour rester les questions, c'est ça? D'avoir nous présenté les défis de cette relation complexe entre la science et la démocratie et aussi de proposer tentativement quelques solutions. Est-ce qu'il y a des questions? On ne peut pas dire. Ah, ok. J'aurais aimé vous entendre sur l'impact de plus en plus important des sociétés privées sur le développement de la science. Et j'ai en tête deux exemples, c'est le développement de l'intelligence
Absolument. Alors ça, on est là où, si je reviens aux acteurs du pilotage, c'est moi. C'est peut-être un peu loin, je ne devrais pas faire ça. Ah si, voilà, c'est là. Là, effectivement, on est, les exemples que vous donnez, on est où les acteurs qui relèvent effectivement des mécanismes de marché vont être très structurants et impactants pour la recherche. On ne peut, l'optique de ma présentation est de dire qu'on est dans une situation très insatisfaisante. C'est-à-dire que si on a en tête cette volonté de répondre à l'ensemble des besoins d'une société, on est dans une démocratie, et donc l'ensemble de ces besoins, ça ne se réduit pas à ce qu'on peut acheter et ce qui serait vendu par telle ou telle compagnie privée. Donc oui, bien sûr. Alors, que peuvent faire les communautés scientifiques? Quelle est leur marge de manœuvre pour résister à ça? Je n'ai pas de réponse générale à ça. Ça dépend des pays et des rapports de force, et notamment de la façon dont nos élus, enfin nos gouvernants prennent au sérieux ou pas cette question de la science au service d'un bien commun. Et ça a varié au cours de l'histoire. Je ne sais pas ici comment ça s'est passé en Suisse, mais si on regarde dans d'autres pays, aux États-Unis en particulier, mais dans d'autres pays européens, l'équilibre trouvé entre une science publique au service de certains intérêts étatiques. D'ailleurs, en tout cas, c'était avant tout des intérêts étatiques et non pas des intérêts privés. Donc ça, c'était très structurant, que ce soit aux États-Unis ou en France, pendant de nombreuses années. Ces intérêts étatiques, on pense au nucléaire ou au développement des programmes spatiaux à l'échelle européenne, ces intérêts étatiques sont-ils encore aussi structurants aujourd'hui au regard de l'influence d'autres acteurs? Donc la question spatiale, elle m'intéresse particulièrement. Je viens de prendre la direction scientifique à l'École normale supérieure d'une chaire espace qui est précisément consacrée à cette émergence de nouveaux acteurs dans le spatial, alors que c'était avant tout des acteurs militaires et étatiques, et dans quelle mesure ça rebat les cartes de la façon dont ces acteurs vont répondre aux besoins en matière de spatial. Là, on rentre dans des rapports de force, on rentre typiquement dans des rapports de force qui ne sont pas propres à ce domaine-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas, oui, la situation est insatisfaisante. J'ai une solution miracle? Non. On va dire qu'ils ne sont pas propres des deux manières de propre. Absolument, mais... Bien, madame, merci pour votre exposé. Effectivement, donc là, si on prend des exemples simples de ce qui est passé en France ou ce qui s'est passé en Suisse sur l'énergie nucléaire, en France, il n'y a jamais eu de débat démocratique. Donc c'est pour ça, lorsque vous avez présenté votre première page, on constate, en fin de compte, qu'il y a la crédibilité n'est pas donnée aux politiques, la première page, elle est plus donnée aux scientifiques sur les questions scientifiques, mais pas politiques. Et donc en France, le débat sur l'énergie nucléaire n'a jamais eu lieu. En Suisse, il a eu lieu. On est arrivé à deux résultats différents. En France, bien, il y a le président de la République qui a décidé de faire une multitude de nouvelles centrales nucléaires, tandis qu'en Suisse, donc, on a pris une décision qui a été décidé par la population, par un vote démocratique, d'arrêter l'énergie nucléaire. Alors, ça dépend de quelle démocratie on parle. C'est de ça où je voulais en venir. Si vous prenez la représentation politique dans votre schéma ici, par l'Assemblée nationale, si vous regardez actuellement ce qui s'est passé dans les dernières élections, eh bien, le pouvoir politique qui est le gouvernement n'est absolument pas représentatif de ce que les gens ont voté aux dernières élections législatives. Donc l'implication, et là c'est monsieur, vous avez raison de parler des financements privés ou des financements publics. Si c'est privé, les financements, si ce sont des investissements, les décisions se prennent la plupart du temps en dehors du politique, tandis que pour l'argent public, elles se prennent par le politique. Mais une démocratie comme en France, avec l'Assemblée nationale, c'est impossible que la population décide à un moment donné quels seraient ses choix sur une recherche scientifique qui concerne ses priorités ou ses besoins. Donc la question est difficile à poser parce que vous l'avez bien résumé. Comment trouver une solution à toute cette équation? Elle est très difficile. Mais en tout cas, ça dépend de la démocratie dans laquelle les pays vivent. C'est le pouvoir politique pour les investissements publics. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que cette diapo est
je parlais d'un projet de démocratisation complexe. Pourquoi? Parce que ça dépend effectivement de la capacité d'une démocratie à développer des processus de consultation directe ou de prise de décision directe. Je crois savoir que vous êtes beaucoup plus doués ici qu'on l'est en France pour plein de raisons culturelles et politiques. Et donc, on est très loin du compte en France. Hein. Du point de vue de la philosophie politique et la philosophie des sciences, on est du côté du normatif, c'est-à-dire de ce qui est souhaitable. Et on peut avancer des arguments en faveur d'une consultation plus directe, sachant qu'il faut être prêt à accepter que ce qui ressort d'une telle consultation, si tant est qu'elle est bien organisée, sans désinformation, etc., mais ça, encore une fois, vous savez mieux faire que nous, il faut qu'on soit capable, nous, monde académique, d'accepter que ce qui va ressortir de ces délibérations en matière de priorité de recherche, ce n'est pas forcément des choses qui sont alignées avec les priorités politiques que se fixeraient les communautés scientifiques, puisque les communautés scientifiques sont notoirement politiquement plus homogènes que l'ensemble de la société. Et qu'en général, il y a quand même un décalage entre la façon dont les gens votent et la façon dont les communautés scientifiques votent. Et ça, il y a un problème fondamental, hein, c'est donc cette tension entre cet élitisme savant, quelque part, est-ce qu'on prend vraiment au sérieux cette démocratisation? Ça veut dire peut-être de devoir fixer des priorités de recherche bien différentes, là je parle des communautés scientifiques, de celles qui nous semblent politiquement souhaitables. Et ça, est-ce qu'on est prêt à assumer ça? Je ne sais pas. Rien. Voilà, j'ai une question un peu plus basique. Alors, par exemple, vous savez qu'au niveau éducation, ça devient, surtout chez les enfants, ça devient très problématique parce que ça devient de plus en plus militant avec le wokisme, etc. Et par exemple, aux États-Unis, vous le savez, la théorie de l'évolution est remise en cause. Je crois dans des bibliothèques, ils enlèvent même des ouvrages là-dessus. Enfin bref. Et je me dis, ces enfants qui vont bénéficier d'une éducation, on va dire, entre guillemets, militante, est-ce que si à coup ils veulent faire une carrière scientifique, ça risque pas d'être très problématique pour la recherche, quoi? Alors, on peut imaginer, mais ce n'est pas une réponse qui est valable dans le temps infiniment, on peut imaginer qu'étant donné ce que sont justement les engagements politiques, en tout cas les valeurs culturelles et politiques des communautés scientifiques, le filtre des pairs, hein, parce qu'on est encore... dans la plupart des pays, et c'est cette partie de l'autonomie sur laquelle il ne faut jamais lâcher. Excusez-moi, je reviens... Voilà, c'est cette autorégulation, cette auto-administration entre pairs. Donc là, si vous avez quelqu'un un créationniste qui arrive et qui veut rentrer dans le département de biologie, il va avoir du mal. Alors, en tout cas, aujourd'hui, en 2024, et c'est aussi vrai aux États-Unis, c'est encore vrai aux États-Unis ou dans bien d'autres pays. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher sur cette dimension de l'autonomie. Et ça, c'est jamais gagné. Hein. Absolument, c'est jamais gagné. Il ne faut pas lâcher. Et c'est une forme, pour le coup, c'est une forme de responsabilité que nous avons, nous, communauté scientifique, et une forme de responsabilité qu'ont les gens qui nous financent, que l'on puisse ne pas lâcher sur cette question-là. Absolument. Et c'est, encore une fois, c'est jamais gagné. Hein. Merci beaucoup. Merci. J'étais très intéressée par la réponse que vous venez de donner juste avant. Donc, sur la question, est-ce qu'on est prêt à accepter effectivement que si la communauté nous dit qu'elle a certaines priorités, est-ce qu'on va suivre? Mais est-ce que cela ne remettrait pas en question du coup l'effet que l'objectif soit de réduire l'écart entre science et les besoins, parce que ça présuppose en quelque sorte dire ça c'est l'objectif, il me semble, ça présuppose que en fait on ne porte pas des jugements sur ces besoins. Donc si
la communauté nous dit, ça ressort de cette consultation des besoins mal dirigés. En tant que scientifique, par exemple, on dit bon, et on est obligé de les suivre. Du coup, voilà, c'était sur cette tension. Oui, c'est une question vraiment intéressante parce qu'en fait, là, j'ai rien dit j'ai laissé en boîte noire cette notion de besoin des différentes composantes de la société, savoir comment on les saisit, comment ils s'expriment, etc. J'en ai rien dit. Je peux simplement peut-être mettre en avant deux grandes approches de la façon de concevoir les besoins d'une société. Ça peut être une approche qu'on peut dire objectiviste. C'est-à-dire, vous êtes si j'ose dire, dans le fauteuil de philosophe et vous allez dire, ben non, ça c'est vraiment pas bien, hein, c'est vraiment pas bien pour les gens, et même si eux ils pensent que c'est bien pour eux, c'est vraiment pas bien pour eux, ou même s'ils votent dans ce sens-là, c'est vraiment pas bien, et on lâche pas là-dessus. Donc là, on a une conception objectiviste de ce qu'est le bien dans une société. Et dans l'histoire de la philosophie, hein, il y a eu beaucoup de propositions pour définir ce qui est souhaitable dans une société, indépendamment de ce que les gens expriment comme étant souhaitable pour eux. Donc ça, c'est vraiment une question fondamentale dans une démocratie. Ou alors vous avez une conception non objectiviste, et ce qui est souhaitable pour un ensemble de citoyens, c'est ce qu'ils disent, ce qui est souhaitable pour eux, sous réserve d'une bonne information, sous réserve de ne pas être à la proie de lobby, sous réserve donc, dans ce sort de considération de situation idéale. On ne vit pas dans ces situations-là, mais on en est plus ou moins éloigné. Mais de principe, si on prend au sérieux la démocratie, et si, encore une fois, dans une délibération, dans des conditions, dans des bonnes conditions, on fait ressortir l'identification de priorité qui est en tension avec les valeurs d'une communauté scientifique, si on prend au sérieux cette démocratie, mais on est un peu embêté. Alors vous me direz, on n'est jamais dans ces situations idéales où la consultation des citoyens est dans un niveau d'information satisfaisant, sans lobby, etc. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit. Hein. On ne peut pas non plus se retrancher toujours derrière l'imperfection du monde réel pour aller du côté d'une vision complètement objectiviste des besoins de la société. Merci pour votre présentation très éclairante. J'aurais un cas pratique à vous soumettre. Diable. À Genève, il y a le CERN, depuis 70 ans à peu près. Et jusqu'à récemment, le CERN faisait des accélérateurs. Tout le monde était content, très fier d'avoir le CERN ici. Maintenant, il y a un nouveau projet du CERN. Peut-être vous connaissez, le FCC. Il s'agit de creuser un tunnel d'à peu près 100 km. Donc de faire un accélérateur plus grand et plus coûteux et qui consommera beaucoup d'énergie. Donc les gens commencent à se poser des questions. Alors je ne vous demande pas votre avis pour savoir s'il faut le faire ou pas, mais à votre avis, comment idéalement, démocratiquement, est-ce qu'il faudrait s'y prendre pour décider de construire ou pas cet accélérateur ? Je peux déjà répondre, déjà quel est le choix qu'on fait entre ces deux modèles-là. C'est-à-dire que si on reste dans le premier modèle, on peut considérer qu'on ne peut pas prévoir toutes les innovations qui peut-être sortiront de cet accroissement de connaissances. Et on va du coup mettre de côté des freins qu'on pourrait poser à ces conditions. Mais si on prend au sérieux la deuxième option, alors, il est sur la sellette, ce projet. Il est sur la sellette. Il est sur la sellette. Attention, parce que, contrairement à ce qu'on pense, parfois, quand on consulte les gens, enfin bon, là, je m'avance un peu, qu'est-ce que j'en sais, mais les gens vont... Enfin, nous n'allons pas forcément vers les programmes les plus pratiques à court terme, etc. Quand on voit, par exemple, l'argent qui est mis en cosmologie ou en astrophysique, c'est une science qui coûte très cher, qui n'est utile à peu près à rien. Enfin, au sens économique, etc. Néanmoins, si on consulte, et ça a été fait, si on consulte les gens, ils ne veulent absolument pas réduire les financements en faveur de l'astrophysique et de la cosmologie. Pourquoi ? Parce qu'aussi, l'avantage de l'astrophysique et de la cosmologie, c'est que la cosmologie pose une question qui est partagée par tout le monde. D'où est-ce qu'on vient ? Comment le monde a été créé ? Alors, c'est plus attractif que certaines parties de la physique qui sont un tout petit peu plus ésotériques vues d'extérieur. Et pour répondre à votre question, donc sans prendre position parce que ce n'est pas le lieu, si on prend au sérieux encore une fois cette option-là, on ne voit pas très bien comment on peut éviter une mise en débat démocratique de cela, au nom de quoi on pourrait éviter cette mise en débat sans préjuger de ce qui en ressortirait d'ailleurs.
une mise en débat de ces consultations démocratiques sans préjuger de ce qu'on ressortirait. J'en sais rien, moi, de ce que j'en ressortirait. Ma question s'adresse à vous ou à qui pourra y répondre. En France, il y a un centre national de la recherche scientifique. En Suisse, on dit simplement le Fonds national, National Fonds. Et derrière cette question qui a l'air, de détail, se cache évidemment une autre question. Personne ne nie la nécessité dans toute société d'avoir des espaces de libre pensée, de libre interrogation, même les interrogations les plus cocasses. Je crois que Lénine lui-même, le fondateur d'un État ô combien totalitaire, a écrit des lignes sur le droit de rêver et de tester ses rêves. Mais les chercheurs, c'est aussi un corps. C'est un corps qui a ses modes d'entrée dans le métier, de promotion, de reconnaissance. Il paraît que la Fondation Nobel est en crise totale. Et ça, cette question de savoir si c'est ces gens-là qui doivent avoir ce monopole de la libre pensée et de la libre recherche, et si leurs modes, leurs rituels ne doivent pas de temps en temps être réformés, c'est peut-être ça la vraie question. Il y a une chose qui me frappe, c'est qu'en mathématiques, on n'a besoin que d'une feuille de papier et un crayon, et pourtant, ce sont que des docteurs dans les grandes universités qui font des maths reconnues. Alors, peut-être que c'est la seule manière de devenir un grand génie, ou peut-être qu'effectivement, le rituel et la corporation est devenue totalement étouffante. Voilà la question que je me pose à moi-même, et si vous voulez bien la traiter. Peut-être un élément, bon, j'espère, de réponse à votre question, c'est de dire que la question de la créativité, au sens de liberté de penser, au sens de créativité, de prendre des risques, d'explorer des voies risquées, etc., en fait, c'est une question qui est orthogonale à la question d'avoir un horizon d'utilité. C'est-à-dire que, pour reprendre Pasteur, on simplifie ces figures historiques, mais c'est pas grave, pour reprendre Pasteur, personne ne va dire que Pasteur n'était pas créatif, plein de curiosité, pour explorer plein de voies que personne avant lui n'avait explorées. Pour autant, Pasteur avait toujours un horizon d'utilité. Il n'était pas médecin, il a eu tous les scientifiques de son époque. Absolument. Voilà. Et avec les paysans. Et donc, voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que la question de l'orientation de la recherche, elle doit vraiment être distinguée de la question de prévoir les différentes étapes d'un programme de recherche. Aujourd'hui, quand on demande de l'argent, et même en philosophie, il faut dire à t égale 6 mois, enfin j'exagère un peu, mais en tout cas à t égale 12 mois, ce qu'on aura produit, à t égale 18 mois, ce qu'on aura produit, etc. Enfin, on connaît tout ça, et personne n'y échappe aujourd'hui. Ça, cette question-là, et ça, il y a plein de bons arguments pour dire on n'en a pas besoin et c'est pas utile. D'ailleurs, tout le monde joue le jeu, enfin en trichant un peu. Et enfin, en trichant. Bref, j'en dis pas plus. Et ça, c'est différent de la question de reconnaître qu'on peut se poser légitimement la question de l'horizon de l'utilité de ce qu'on fait et défendre le. C'est comme par exemple. On peut faire une analogie avec l'architecture, avec un architecte. On peut considérer qu'il est légitime qu'une ville ou qu'un État décide ce dont elle a besoin. Par exemple, la ville X va décider qu'elle a besoin d'une nouvelle gare. Pour autant, on va laisser l'architecte libre, dans son style, dans sa créativité, de proposer une gare que personne d'autre aurait proposée. Néanmoins, on lui demande bien une gare. Maintenant, on le laisse. On laisse le processus créatif se développer pour avoir la meilleure gare possible. Et normalement, on veut une gare. Bon, je ne veux pas mon analogie si elle tient, mais en tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette soirée. J'aimerais d'abord remercier Stéphanie Ruffi pour sa présentation et la discussion. J'aimerais aussi remercier l'équipe au service des communications de l'université, en particulier Melina Tiftikoglu, pour le soutien dans l'organisation de cette soirée. Et finalement, merci à vous, cher public, d'être venus discuter avec des philosophes. Merci beaucoup et bonne soirée.